Avec la 4G Bouygues Télécom, retrouvez l'émission On refait le Mac. On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous sommes de retour dans le studio pour parler d'iOS et le futur d'iOS. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Alors que 6 mois se sont à peine écoulés depuis l'introduction d'iOS 7, les rumeurs se multiplient déjà sur les avancées de son successeur, iOS 8. Retour sur les nouveautés évoquées par le site 9 to 5 Mac, à commencer par Healthbook, un carnet de santé virtuel qui lève le voile sur les fonctionnalités potentielles de la prochaine génération d'iPhone et pourquoi pas d'une montre connecté. L'occasion est belle également pour la fine équipe d'On refait le Mac de faire un bilan d'iOS 7. La dernière version du système de l'iPhone n'est pas sans défaut et autres bugs, alors revue de détails et liste de nos souhaits pour l'améliorer. On refait le Mac épisode 162, iOS 8 dans le viseur. En Belgique, retrouvez On refait le Mac exclusivement sur Belgium iPhone à l'adresse belgium-iphone.lesoir.be, le premier site d'actualité iPhone iPad en Belgique. Et désormais, retrouvez On refait le Mac au Québec exclusivement sur le site de Mac Québec à l'adresse macquebec.com, la communauté d'utilisateurs de produits Apple au Québec. Avec comme invité cette semaine ici dans le Hangout, ici dans le studio 26 de Victor Image, Fanny Bouton de fannysparty.com et de melty.fr. Bonjour Fanny. Bonjour, ça va bien Olivier? Ça va bien, tu es où Fanny? Alors je suis à Livigno en Italie, au fin fond de la montagne, il neige et il fait moins 15 dehors. Voilà, donc tu es, c'est en Suisse, c'est ça? Non, c'est en Italie en fait. Je suis passée par la Suisse et c'est juste derrière la frontière suisse, mais c'est côté italien. Et je suis là pour un événement GoPro parce qu'ils ont construit un château de neige et je vais aller voir des snowboardeuses qui font des sauts de fou, de folie. Alors, là-dessus. On te sent très frustré ce soir parce que tu ne peux pas utiliser ça, la connexion 4G qu'on utilise ici dans le studio pour faire cette émission. On est tout en 4G, y compris cette semaine, même en mode sédentaire. Donc toi, effectivement, tu utilises le Wi-Fi de l'hôtel, ce qui explique la qualité d'image un peu moyenne. Voilà. On va essayer de voir comment ça se passe avec Monsieur X, cet ancien, responsable d'Apple, qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, je suis déçu, je pensais te trouver en vélo ou sur une péniche ou je sais pas. On a des idées, on va essayer de trouver charrette tirée à bras. Ça va bien cette semaine? Très bien. Bon, l'émission va être un peu plus facile à faire que la semaine dernière. Croyez-moi. Et l'absent la semaine dernière, depuis plusieurs semaines maintenant, c'est Rodrigo Sepúlveda-Schultz, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Bonjour Rodrigo, comment ça va? Salut et consultant, j'étais très occupé avec un client. Ouais. J'en sors. Dubaï, arrête, tu étais à Dubaï au soleil pendant que nous on était dans le port parisien en voiture. Je viens d'aller le voir et le cours en bourse a vachement augmenté, donc ils sont extrêmement contents. Bon. Et donc voilà. Mais j'ai fini cette mission-là, donc effectivement je suis à nouveau en vacances et je me pousse. Alors, c'est pour ça que tu as été embauché par Carambar. Et oui, effectivement, hier j'ai été embauché par Carambar pour faire Homme Carambar. Et comme il n'y avait qu'un t-shirt taille L, mes jolies formes musclées se voient bien sur les photos. Et une mauvaise langue a dit que c'est à cause des carambars. Voilà. Est-ce que ça vous dérange si je présente on a des notre chroniqueur en plateau, parce qu'on a quand même un chroniqueur en plateau, à savoir Paul Rony, notre anthropologue du Mac, et ce soir notre anthropologue d'iOS. Ça va bien, Paul? Ça va et toi, Olivier? Ben oui, écoute, j'ai pas de volant, j'ai pas de levier de vitesse, donc je peux me concentrer uniquement sur mes notes. Donc ce soir, c'est du billard. Alors, est-ce que vous avez tous ce soir vos petits dominos 4G, vos petits box mini 4G pour vous connecter? Tout va bien? Vous avez du réseau, vous avez des barres, tout va bien? Moi, j'ai 4 barres. Télécom. Toute beauté. Bien, merci à Bouygues de nous soutenir. On avance.
Alors, on vous l'a dit dans le sommaire, il y a eu beaucoup de bruit ces dernières semaines autour d'un futur iOS 8, hein, la prochaine version du système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad. Donc ça va être le sujet principal de l'émission. Mais avant de rentrer dans le sujet principal, il y a eu pas mal d'actualités cette semaine, à commencer par un partenariat possible, Paul, entre Comcast et Apple. Alors c'était un prolongement de quelque part la discussion qu'on a eue il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, autour de la télé d'Apple. Voilà, est-ce que c'est une manière pour Apple d'abattre ses cartes et un indice comme quoi Apple préparait un service, voire un nouveau modèle d'Apple TV? Visiblement oui, et puis même les articles qui ont été écrits après témoignent du fait que visiblement Apple a besoin de Comcast et inversement. Donc on peut imaginer que la télé d'Apple a sans doute pris un nouvel élan, ou qu'en tout cas il y a quelque chose qui se prépare de ce côté-là pour les prochains mois. Ouais, Emmanuel Paquette, avec qui nous avions fait de l'Express, avec qui nous avions fait l'émission il y a 3 semaines, expliquait effectivement qu'il était important que les différents, je dirais, grands opérateurs, que ce soit Netflix ou Apple, soient présents chez les gros distributeurs d'Internet. En France, c'est Orange, aux États-Unis, c'est Comcast, pour pouvoir apporter au plus proche du client le contenu des programmes. Monsieur X, votre réaction concernant cette annonce possible d'un partenariat entre Comcast et Apple? Pour vous, ça reste du tuyau, ça reste de l'administratif, ça reste de l'intendance? Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aurait du matériel en préparation. C'est pas parce qu'il y a un accord à venir entre Comcast et Apple qu'on peut en déduire quoi que ce soit niveau produit. Par contre, c'était une nécessité pour Apple de signer avec Comcast. Et puis à partir du moment où il y a une signature avec un gros faiseur de contenu comme ça, en revanche, ça peut donner par la suite des idées à Apple en disant, autour de ce partenariat, on pourrait imaginer de donner plus à ceux des clients de Comcast qui accèdent à ce service au travers de l'Apple TV, et pourquoi pas une télé un jour. Donc c'est vraiment ce qu'on connaît depuis 3-4 ans, que les rumeurs d'une Apple TV existent. D'abord signer le contenu, faire la différence avec le contenu d'un point de vue tarifaire et peut-être offre. Et une fois que cette différence un peu exclusive aura été faite avec d'autres fabricants de box, passer éventuellement à l'étape finale qui serait un produit. Donc c'est dans la logique des choses. On a souvent dit qu'Apple était à très petite vitesse pour signer ces contrats. Le fait de signer Comcast, peut-être que ça va en déclencher d'autres, et que le temps qui nous rapproche d'une vraie Apple TV se raccourcit. Rodrigo, en tout cas, une chose est sûre, cette possible annonce, cette possible signature entre Comcast et Apple a fait chuter la valeur de l'action en bourse de Netflix. Est-ce que finalement, on ne fait pas peut-être tous fausse route? Est-ce qu'Apple ne prépare pas peut-être un nouveau service de vidéo, tout simplement? On sait qu'aujourd'hui, le modèle d'Apple, c'est plutôt le podcast, le téléchargement, pas le streaming. Est-ce qu'Apple pourrait concurrencer, toi qui connais bien ce milieu, parce que tu as lancé ce service il y a quelques années, un service de vidéo comparable à ce que fait YouTube aujourd'hui? Écoute, la valeur de Netflix vient de 3 choses. Elle vient de son histoire. C'est une boîte qui existait déjà depuis 2000. Nous, on a lancé Gloria en France en fin 2002, début 2003. On est devenu numéro 1 en France sur le marché de la vidéo à la demande. On était là un petit peu trop tôt. Numéro 2 en Allemagne. Il y en avait des gros concurrents en UK qui s'appelaient Love Film à l'époque et Video Island. Netflix accumule de l'information de consommation de ses utilisateurs depuis 14-15 ans. Cette base de données-là n'est pas aujourd'hui copiable, même par iTunes, qui n'a pas une profondeur de catalogue suffisante par Apple pour concurrencer cela. La valeur, si on regarde dans les documents d'instruction en bourse de Netflix et tous les codes réguliers de cette société, vient de son moteur de recommandation. Il y a 800 ingénieurs de tête qui travaillent sur ce moteur de recommandation en permanence, avec près de 15 ans d'histoire dessus. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que Netflix aujourd'hui sait mieux acheter les programmes par rapport au goût de ses consommateurs. Netflix sait aussi aujourd'hui produire des programmes, House of Cards, qui lui coûtent moins cher à produire et diffuser que acheter des programmes. Ça, c'est pas copiable par Apple, en tout cas dans les premières années pour le faire. La deuxième valeur de Netflix vient de son catalogue. C'est le plus gros aujourd'hui, que je sache, peut-être que je me trompe, catalogue de VOD. À l'époque, c'était des DVD, mais de VOD. Ils ont clearé des droits à la fois pour la VOD, pour le download, pour le stream, et pour les documentaires, pour les séries télé, etc. Ce catalogue-là, Apple peut essayer de le copier,
petit à petit, mais ils vont devoir acheter ou payer des minimums garanties assez importants. C'est le débat qu'il y a toujours eu entre les majors et les plateformes de VOD. Ça va coûter cher, mais ils peuvent le faire, ils ont de l'argent et là-dessus, ils peuvent le faire. La dernière chose que fait très très bien Netflix, c'est qu'ils sont implantés sur absolument toutes les plateformes aujourd'hui. Ils sont dans les set-top box de BSkyB en Angleterre, comme ils sont dans les Roku, comme ils sont dans les Xbox, comme ils sont dans les Apple TV, etc. Ça, c'est un travail que Apple ne sait pas très très bien faire, les interfaces sur toutes les plateformes. Ils savent très bien faire leur propre plateforme. Et comme ils vont le proposer probablement que dans un premier temps sur les devices iOS ou OS 10 ou leur propre solution, ils vont se couper une partie du marché que va déjà chercher Netflix. Donc là-dessus, je serais mitigé. Dernier point sur ta question sur le streaming et le download. Le marché est parti sur le streaming. Suivant les chiffres que l'on voit, Netflix aux US, c'est 1/3 à 2/3 de la bande passante des US. Si on regarde ce que dit Reed Hastings, ce patron de Netflix, il a 2 priorités et il dit une troisième de temps en temps. La première priorité, c'est l'international. Donc aujourd'hui, il se dit rentable aux US, mais très déficitaire dans les autres pays. Donc il investit massivement à l'international. Là-dessus, iTunes n'a pas démarré. La deuxième, c'est que sa priorité est dans le streaming. Apple a une infrastructure, Netflix a une infrastructure, il y a des accords de peering. Là, c'est une bataille sur laquelle ils peuvent jouer à armes égales. Et la troisième, c'est le moteur de recours. Sachant que Netflix avait signé le même type d'accord. Enfin, en tout cas, c'est pas encore officiel, l'accord entre Comcast et Apple, mais on sait que Netflix avait signé le mois dernier le même type d'accord avec Comcast. C'était l'accord de distribution, ce n'est qu'un sous-ensemble en fait de la base installée des clients de l'un ou de l'autre. Donc c'est bien, mais c'est une bataille qui se jouera c'est une guerre qui se jouera en pleine bataille. Cet accord-là, en tant que tel, fait pas vraiment bouger les lignes, à mon sens. C'est le reste qui fera bouger vraiment les lignes. Et on s'abonnera à Netflix parce que c'est pas cher. Aujourd'hui, je rappelle que ça coûte $8, 7,99 par mois, d'avoir un catalogue infini sur Netflix. C'est 2 films chez iTunes. Donc voilà, ça va être compliqué pour Apple, à part investir massivement, d'aller concurrencer à Netflix aujourd'hui. Donc on a bien compris, Rodrigo, que le modèle du marché va plutôt vers le streaming que le téléchargement. Dans mes questions, il y avait aussi, tu sais, la perspective d'Apple de proposer, non pas un moteur de recherche, mais un moteur de recherche de vidéo, de la vidéo gratuite, à l'instar d'un YouTube, pour remplacer un petit peu le modèle un petit peu qui commence à vieillir, du podcast au téléchargement. Tu crois également à ce modèle-là que pour être fort sur la VOD payante, il faut être aussi fort sur la VOD gratuite, le partage de vidéos, ce que fait très bien YouTube, et c'est l'arme de Google aujourd'hui en termes d'audience. Oui, sur le portail vidéo, YouTube est le deuxième site, c'est le deuxième moteur de recherche au monde. C'est un internet quasiment lui tout seul. On trouve toutes les vidéos de musique et de sport sur YouTube. C'est du contenu plutôt premium, de qualité, c'est plus le chat qui tombe de l'armoire. Donc le partage de vidéos, non. Formidable. Oui, mais c'est pas ça qui fait la méga audience sur on se YouTube. défend, on se défend. On se discute. Quand tu es là, ça va. Je ne crois pas que ce soit le moteur de vidéo qui fasse le succès ou la plateforme de publication qui fasse le succès d'un iTunes. YouTube a une position absolument dominante sur le secteur et une infrastructure incroyable qui fonctionne super bien. Enfin voilà, c'est devenu un nom commun, YouTube, comme Xerox dans le temps ou d'autres mots comme ça. Ouais, et il y a un vrai rendez-vous manqué pour conclure ce sujet, Monsieur X, parce qu'on est déjà en retard. Un vrai rendez-vous manqué de la part d'Apple sur ce créneau-là, qui a inventé le créneau du partage de vidéos, mais au téléchargement avec iTunes et les podcasts, et qui n'a pas su faire évoluer son système et le promouvoir. On le sait bien, nous, on refait le Mac, Apple pousse pas vraiment les podcasts, n'est-ce pas, Monsieur X? Bah non, il pousse pas vraiment les podcasts, voilà. Et le premier des. Mais ça fait du bien. Non, mais la première des conséquences, on le voit, c'est que, évidemment, avec les podcasts, c'est. Si vous nous regardez, Cupertino. Les gens qui éditent les podcasts, comme on refait le Mac, qui doivent héberger la vidéo. Et quand tu commences à avoir un peu de popularité, là aussi, comme on refait le Mac, et que tu dois héberger une vidéo en HD, t'es pas trop enclin à le faire parce que ça te coûte très cher en bande passante. Voilà, c'est la bande passante de refait le Mac. Voilà, et comme t'as pas de revenus avec ton podcast, tu payes de la bande passante. On a un petit peu, mais ça vient. Ouais, donc il aurait fallu évidemment qu'Apple pousse un petit peu à la roue et puis fasse de l'hébergement HD, au moins pour une partie des podcasts à qui il aurait pu donner un label de qualité ou un label premium. Je note d'ailleurs que quand Apple veut sur les différents stores qu'il a sur iTunes
donner un certain avantage à une production qualitative ou plus créative, il sait le faire. Aux États-Unis, alors je ne sais pas si c'était arrivé en France, mais aux États-Unis, dans les jours qui viennent de passer là, ils ont ouvert une section spéciale dans la partie jeux pour que les gens qui développent des jeux, mais qui ne sont pas des entreprises, qui sont des auto-entrepreneurs en quelque sorte, puissent aller poster, mettre en avant et vendre leurs jeux en sortant un petit peu du magma de tous les jeux qu'il y a. Parce que Apple a une idée derrière la tête au niveau des jeux et de continuer à asseoir iPhone comme une plateforme de jeu en tant que telle. Ils auraient pu le faire sur le podcast, ils l'ont pas fait. La seule chose qu'ils ont fait, c'est de pousser une sous-partie de ça qui est iTunes U, sans pour autant payer l'hébergement. Ce sont les écoles qui font des podcasts disponibles dans iTunes U qui hébergent. Apple fait même payer de temps en temps du consulting. Ils l'ont fait avec HEC en France pour les aider à mettre en place une infrastructure iTunes U, mais Apple de temps en temps va quand même aider et subventionner. Maintenant, là où ils s'y retrouvent, c'est de mettre des Mac, mettre du Apple dans les universités, les grandes écoles, et donc de faire leur pub. Mais vraiment, oui, tu as raison, Apple est très très frileux là-dessus et a perdu son avantage. Mais là, comme dans d'autres domaines, on est sur Hangout aujourd'hui, alors qu'on devrait être sur iChat, et cette bataille est perdue depuis longtemps. iChat qui n'a pas évolué depuis des années. On continue pour clore sur l'actualité de la semaine. L'autre événement fort de cette semaine, rumeur, qui était en pole position cette semaine sur les téléscripteurs de France et de Navarre, c'est l'arrivée possible d'un MacBook Air 12 pouces Retina, Paul. Oui, et pas seulement 12 pouces Retina, puisque l'ordinateur serait en plus, et ce serait une grande nouveauté, dépourvu de ventilateur. Donc, et en plus, aurait un trackpad qui serait plus physique, mais qui deviendrait logiciel en fait. C'est-à-dire que toute la partie repose-poignet, il y avait eu un brevet là-dessus il y a quelques années, pourrait devenir une zone pas cliquable, mais tapable en fait. Donc, et il paraît, il y a encore eu des rumeurs aujourd'hui qu'il serait prêt pour entre juin et septembre. Bon, on va voir, il y a beaucoup de rumeurs autour du matériel, autour d'Apple, mais c'est vrai que ça, c'est une rumeur tout à fait envisageable. Elle est crédible. Techniquement, on sait que le design du MacBook Air a peu évolué ces 2-3 dernières années. Depuis 2010. Voilà, donc 2010. Ce serait assez logique. Revenons donc au thème principal de cette émission, à savoir iOS 8. Il y a un site qui a fait très fort ces 15 derniers jours, Paul, c'est 9to5Mac qui a vraiment dégainé un nombre incalculable d'infos autour d'iOS 6. On a rarement eu si tôt dans l'année des infos aussi précises sur le successeur possible d'un système d'Apple. D'ailleurs, on va essayer de comprendre pourquoi ça sort maintenant, mais on le verra en fin d'émission. La première chose qui est apparue de la part de 9to5Mac, Paul, c'est une nouvelle application. Comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran. Ça s'appelle Healthbook. Qu'est-ce que Paul ? Healthbook serait en gros le centre, le hub d'un futur peut-être appareil connecté de wearable computing chez Apple ou d'un nouvel iPhone doté de capteurs qui n'existent pas encore aujourd'hui, puisqu'on a vu ensemble qu'il était capable de vérifier la glycémie, le rythme cardiaque, le sommeil, la nutrition, la pression sanguine, rythme cardiaque, hydratation, tension artérielle, tracker d'activité, tout ce qui est calories, nourriture, glycémie, sommeil, rythme respiratoire, saturation en oxygène. Donc ça va très loin. Encore faut-il savoir si la capture d'écran n'est pas un montage, mais on va y revenir. Monsieur Ixley, on voit concrètement que potentiellement, c'est des fonctions qui ne sont pas forcément liées qu'au logiciel, mais à des fonctions matérielles, comme le disait si justement à l'instant Paul. La question, c'est de savoir si le prochain iPhone va intégrer de nouveaux capteurs, comme on l'a vu sur le Galaxy S5 par exemple, qui sort la semaine prochaine avec la glycémie, enfin pour les journalistes la semaine prochaine. Alors est-ce qu'il va y avoir une foule de capteurs sur le nouveau iPhone 6 ou au contraire un produit matériel nouveau, une petite montre, un petit capteur d'activité qui serait le relais, quelque part, de ces fonctionnalités logicielles. Votre avis, Monsieur X ? Clairement, je ne sais pas, mais j'aurais déjà envie de te dire, il faudrait que les capteurs qu'il y a dans l'iPhone 5S, Apple s'en serve. Parce que je te rappelle qu'on a, moi ce que je baptise, c'est peut-être un petit peu, pas le bon terme, de coprocesseur pour les fonctions justement de tout ce qui est monitoring là qu'on a avec l'iPhone 5S, et on n'a pas encore vraiment d'application qui tire parti de ça. On s'attendait par exemple à une mise à jour majeure d'applications comme Night Running qui pourrait en tirer profit. On ne l'a pas vraiment vu arriver, et puis on attendait qu'Apple lui-même utilise
Cette nouvelle intelligence qu'il y a dans son iPhone 5S pour nous proposer des choses et toujours rien. Donc je suis pas sûr que dans la prochaine génération on ait des nouveaux capteurs ou plus d'électronique. Je pense que déjà Apple va exploiter ce qu'il a mis dans l'iPhone 5S au niveau application, logiciel, et qu'on n'a pas vu arriver. En tout cas, Rodrigo, par exemple, tout ce qui est pression sanguine, hydratation, rythme cardiaque, aujourd'hui, a priori, l'iPhone 5S que tu as dans la poche ne permet pas de le détecter parce qu'il n'y a pas de capteur par rapport à ça. Ce qui n'est pas le cas de certains téléphones sous Android qui sont sortis récemment. Alors, il y a du pour et du contre à ce que tu dis. Il y a des sociétés qui font plein de capteurs qui se branchent sur l'iPhone. Donc, ça transforme l'iPhone en terminal intelligent. Il y a plein de sociétés, alors j'ai oublié le nom là, je crois que c'est Pfizer qui en a fait un ou GE Healthcare. Il y a plein de trucs. Ce matin, j'étais au forum NetExplo. Il y en a vu plein de trucs qui se font même dans la santé avec des capteurs sur l'iPhone. Donc, c'est pas avec juste ton iPhone, c'est avec l'iPhone et un capteur. De la même manière que c'est ton iPhone plus Square, un petit truc en plastique qui permet de transformer avec une fonction intéressante. Ou même quand tu vas dans un Apple Store, c'est l'iPhone branché sur un terminal Ingenico qui permet de faire les paiements et tout ça. En revanche, il y a beaucoup de choses déjà dans l'iPhone qui sont extraordinaires. Et évidemment, le podomètre qui permet de mesurer où on marche, le capteur GPS qui te permet du coup de se dire combien tu dépenses par rapport à des bases de données. Il y avait un moment, je sais pas si c'était ultra précis, mais la caméra qui filmait le sang qui passait sur ton doigt en l'éclairant avec la torche. Du coup, de mesurer ton rythme cardiaque. Donc, il y a déjà plein de capteurs pour faire plein de trucs. C'est toujours étonnant de voir, ne serait-ce que les capteurs qui mesurent ton temps de sommeil et qui le comparent aux autres. Pour se dire si tu dors bien ou pas bien et ce qu'il faut faire et comment le réguler, comment te réveiller, etc. Donc il y a déjà beaucoup de choses avec l'iPhone. Il y en aura encore beaucoup plus avec des capteurs externes. Fanny, encore une fois, par rapport à ce que tu as vu sur le marché, l'arrivée d'une flopée de capteurs dans un nouvel iPhone ou l'arrivée d'un produit externe, comme le décrivait Rodrigo, ça va dans le sens de l'histoire. Ah bah là, clairement, on sent que c'est le Quantified Self, c'est toutes les marques qui vont. On voit des capteurs partout, on voit des Swatch qui sont en train d'arriver. Et ce serait étonnant qu'Apple n'y aille pas, surtout quand on commence à voir poindre des petits leaks d'applications qui clairement montrent des captures d'écran où ça parle de ça. Donc oui, moi je doute pas qu'ils vont aller là-dessus et je pense en effet qu'il y aura une montre connectée, un truc qui va permettre de capter tout un tas de choses en plus. Ouais, encore faut-il savoir comment elle va s'appeler, parce qu'iWatch pour un produit Clément, c'est très bien, mais pour voilà, là on voit bien que si c'est le cas, on fait des plans sur la comète, mais on se fait plaisir ce soir. Voilà, le nom ne peut pas se résumer uniquement à l'heure. On voit bien que l'éventail de fonctionnalités est bien plus large. On continue donc la liste des petites pépites que nous a sorti 9to5Mac. Merci à eux. Après donc ce carré de sentier virtuel dans iOS 8, il y aurait une nouvelle version d'iTunes Radio, Paul, qui serait j'ai oublié Game Center, mais on en parlera après. Qui serait plus simplement un onglet dans l'application, mais une application à part entière. J'y suis arrivé. Oui, Apple déciderait de détacher son application iTunes Radio de l'application musique, ce qui peut faire sens avec ce qu'on a vu ces derniers jours, mais ce qui peut aussi sembler un petit peu peut-être... ça risque de faire une icône de plus et c'est pas sûr que les gens aillent plus facilement sur iTunes Radio. C'est peut-être aussi une volonté de pousser ce service qui aujourd'hui est encore très embryonnaire. Très embryonnaire. Il est réservé aux États-Unis. Il est réservé aux États-Unis. Ouais. L'autre chose, donc je disais en préambule, et ça va être un drame pour Monsieur X, puisqu'à ma connaissance, c'est le seul en France qui utilise Game Center aujourd'hui. Game Center va disparaître, Monsieur X. C'est ce que dit 9to5Mac. Il serait plus sous forme d'une application. Tu te rends compte comment tu vas faire? Eh ben, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est bien. Tous ceux qui m'ont battu à Fruit Ninja parce qu'ils trichaient avec Game Center en seront pour l'enfer. En plus, il y a ça. Concrètement, Paul, le Game Center serait une fonction qui s'est intégrée à chaque logiciel, à chaque application. Il y aurait plus besoin d'ailleurs, l'application déjà avec iOS 7, quand on a vu le nouveau design, personnellement, le peu de gens que je connaissais qui l'ouvraient ne l'ont plus jamais ouvert depuis qu'ils sont passés à iOS 7, tellement ils ont trouvé ça bizarre, pour le dire clairement. Et je pense que oui, elle gagnerait à être intégrée à chaque jeu. Et je pense qu'avec iCloud, maintenant, il y a moyen de faire des classements de scoring et tout, sans passer par une application tierce.
et qui complique un petit peu, la tâche. Alors là, maintenant, plutôt une bonne nouvelle. Dans cette mission, on essaiera de finir sur le thème qu'est-ce qui vous manque, et on aura, j'espère, pas mal de réactions sur Twitter. Qu'est-ce que vous voudriez voir arriver dans iOS dans la prochaine version? Une demande récurrente, Paul, des utilisateurs d'iOS et de l'iPhone 5S, et notamment des développeurs, c'est de pouvoir accéder à Touch ID, le petit capteur en bas d'empreinte digitale. Apparemment, selon Night to 5 Mac, ça y est, il y aurait une possibilité de développer des applications qui tireraient parti de ce capteur. Moi, je veux un iPad Air avec Touch ID déjà. Mais ça, c'est pour l'année prochaine. Ça va arriver, Rodrigo. Mais évidemment, c'est pour qu'on achète la version d'après. Mais moi, c'est chiant. Tu t'habitues à déloquer ton iPhone avec juste ton doigt et après, il faut rentrer ton mot de passe sur l'autre truc. C'est embêtant. C'est surtout sur ton iPad, tu poses ton doigt et t'attends comme pendant 5 secondes et après tu te rends. Revenons un instant sur Touch ID, à savoir la fonction, l'importance de l'ouvrir aux développeurs. On a vu il y a 3 semaines lors du World Mobile Congress à Barcelone que Samsung a intégré à son tour un capteur biométrique au dos du Galaxy S5, non, sur la face avant du Galaxy S5, avec un accord avec PayPal, avec une ouverture aux développeurs. Donc là, Apple, il faut qu'il accélère. Hein. On va dire qu'en fait, Samsung n'a pas coupé l'herbe sous le pied d'Apple, c'est pas le cas de le dire, mais qu'en tout cas, ils ont passé une étape qu'Apple, je pense, Apple devait se dire qu'ils avaient le temps de passer cette étape plus tard. Et là, ils n'ont plus vraiment le temps. Donc je pense que Touch ID s'ouvrira aux développeurs plus largement dans iOS 8. Après, pourquoi faire je redis, on avait déjà eu... Non, monsieur X, pardon. Je redis, on avait déjà eu ce débat. Je suis pas tout à fait d'accord avec Paul. Il n'y a aucune urgence à ouvrir Touch ID à des éditeurs logiciels tierce partie, et je redis pourquoi. Apple l'a fait d'abord avec soi-même. On peut faire des achats sur l'iTunes Store en utilisant Touch ID. D'accord? Donc, il y a un relais entre ce que lit Touch ID de son empreinte digitale et puis le mot de passe pour faire les achats sur iTunes. Mais là, on a tout dit. D'accord? Si on fait ça et qu'on l'ouvre à plein d'applications, on est au cœur de la sécurité d'iOS, au cœur des fonctions qui mettent en jeu de l'argent pour le client. Et avant d'ouvrir, on ferait bien de prendre son temps et d'être sûr que les conditions pour faire du piratage sont réduites vraiment au strict minimum. Donc Apple le fait avec iTunes pour certains types d'achats. Éprouver le système, en clair, monsieur. Éprouver le système, prendre leur temps, et puis ils l'ouvriront quand ça sera bien béton. Il n'y a aucune urgence à le faire. Il faut se rappeler que déloquer son PC ou faire plein de choses avec son empreinte digitale, c'est un concept qui s'appelle le single sign-on. Ça existe depuis le milieu des années 90. Il y avait déjà des accessoires USB pour le faire à l'époque, et ça n'a jamais... Il y avait déjà sur les ThinkPad IBM, on passait son doigt comme ça. Pour ces questions-là. Donc s'il y a une fonction sur laquelle, même si Samsung fait mieux, va plus vite, acheter... Il y a un accord avec PayPal notamment, monsieur. Ouais, il est urgent d'attendre. D'accord, c'est celle-là. Je pense qu'Apple privilégie la robustesse et la sécurité, et ils ont bien raison, parce que le premier qui va se faire pirater avec ce type de capteur, des comptes bancaires ou des achats, on va en reparler. Hein. Il y a autre chose, monsieur X, j'ai été extrêmement étonné ces derniers mois, je n'en ai pas parlé, mais quand tu achètes un accessoire à l'Apple Store physique, on te propose systématiquement si tu veux payer avec ton compte iTunes. Ouais. Et donc, on scanne juste, on lance l'appli Apple Store, on scanne l'accessoire Apple sur le code barre du AN13, et hop, on est débité. Je vous rappelle que iTunes a 500 millions de cartes bancaires stockées avec un achat en un clic. Monsieur X est bien placé pour le savoir. Ce qui s'est fait 500 millions de cartes, plus les codes barres gérés avec tous les produits qu'il y a derrière, par exemple Amazon aujourd'hui, plus le Touch ID, ça fait un acteur du paiement mobile extrêmement, extrêmement sérieux. On va voir. Même si on sait que Cédric n'est pas là ce soir, aussi c'est son opinion là-dessus, et on sait que les banques ont aussi leur mot à dire, notamment en Europe, avec des consortiums très puissants aux États-Unis. C'est peut-être une autre paire de manches. Autre avancée possible ou nouvelle fonctionnalité possible dans iOS 8, alors plein de petites choses qui peuvent paraître comme ça sans grande importance à première vue, mais qui pourraient être sur le long terme beaucoup plus intéressantes. Donc une notion d'échange inter-application Paul, une amélioration du centre de notification, on va grouper cette fois-ci. Et voilà, donc déjà deux avancées. On commence par la fonction inter-application. La fonction inter-application, ce qu'ils appellent l'échange inter-application, permettrait en fait d'aller un peu plus loin que le multitâche d'iOS
tel qu'il le fait actuellement et permettrait d'imbriquer les applications les unes dans les autres plus facilement. L'exemple donné par 9to5Mac est très bon, par exemple. On tape un texte dans Pages, on le sélectionne, on l'envoie dans un correcteur orthographique qui le processe et qui le renvoie corrigé dans Pages. Voilà. Ce qui actuellement est déjà possible, mais doit se faire en plusieurs étapes où l'utilisateur intervient beaucoup plus et où c'est beaucoup moins fluide. Donc c'est Voilà, donc quelque part une amélioration de multitâche aussi, quelque part. Hein. C'est un processus assez itératif, mais quand même, là, on va plus loin. Ouais. Alors, le centre de notification serait plutôt, cette fois-ci, plus ergonomique, plus esthétique, moins de... Voilà, il n'y aurait pas 3 boutons, mais plus que 2. Oui. Voilà, donc une évolution sobre. Un onglet aujourd'hui, un onglet notification, et plus comme aujourd'hui les onglets manqués, tout et aujourd'hui, c'est pas un bonheur, mais voilà. Ouais. Alors, il y aurait aussi de nouvelles applications d'iOS 8 selon toujours 9to5Mac. Tout d'abord, ce qu'on appelle AppTips. Donc, ce serait une application de vulgarisation d'iOS. Ça veut dire quoi? C'est qu'iOS devient trop compliqué aujourd'hui? Moi, la première fois que j'ai vu, ça m'a rappelé un petit peu les guides qu'il y avait dans les vieux Macintosh quand ça les me fait un petit peu peur quand je vois arriver ce genre de choses. Voilà, c'était la visite guidée. Et quand on commence à y avoir une visite guidée, c'est que le système n'est pas toujours très accessible. On peut imaginer que oui, c'est pour aider les gens qui, par exemple, on sait qu'ils sont de plus en plus nombreux, n'ont qu'un appareil iOS pour faire toutes leurs tâches, par exemple. Voilà, une aide en plus. On sait qu'iOS est très accessible, très simple, mais que maintenant il y a quand même le centre de contrôle, le centre de notification, Spotlight qui est un peu caché, si je puis dire. Et moi je sais qu'il y a des copains, si je leur avais pas montré que Spotlight maintenant c'était un doigt qu'il fallait baisser au milieu de l'écran, ils n'auraient pas trouvé. Monsieur X, vous croyez à cette rumeur de l'arrivée d'une application d'aide et de guide d'utilisateurs dans iOS 8? C'est pas trop dans la philosophie d'Apple. Normalement, ça marche du premier coup. Hein. Pas besoin de manuel chez Apple. Ouais, enfin, ça dépend de la complexité des fonctions des applications dont tu parles. Moi, je crois que ça serait bienvenu. Hein. On a vu plein d'applications comme ça qui proposent, on va dire, au moins une aide à la première ou à la deuxième utilisation. Et puis qui après s'estompe et que tu peux dévalider. Moi ça je pense que ce sera bienvenu dans iOS et Apple d'ailleurs le fait sur le Mac aujourd'hui. Quand tu utilises pour la première fois dans ton Mac iPhoto par exemple ou tu utilises pour la première fois Pages ou Numbers, on va te proposer un didacticiel et qui va te permettre de comprendre les essentiels du logiciel avec lequel tu vas travailler. Maintenant, le défaut des didacticiels qui apparaissent comme ça dans les premières utilisations d'un logiciel, c'est qu'ils sont pas contextuels. D'accord ? L'aide n'est pas proposée quand tu veux essayer d'utiliser une fonction. C'est un peu un bouquin que tu tapes avant, comme on avait des bouquins sur Photoshop dans le passé. Puis une fois que tu t'es tapé le bouquin, tu peux commencer à travailler. Mais le futur, c'est un peu l'aide contextuelle. Et puis Apple maintenant est une société qui a tellement de clients avec des niveaux, on va dire, de maîtrise des usages tellement différents qu'un petit peu d'aide contextuelle est, à mon avis, toujours la bienvenue. Toujours la bienvenue. Et puis même des fois une aide complète, pas forcément contextuelle, sera la bienvenue parce que moi je comprends toujours pas comment faire fonctionner FaceTime entre un Mac, un iPad et un iPhone. Donc là, une aide complète, même une aide de référence, serait super bienvenue. Fanny, une petite question Twitter de ton côté, de l'Italie là-bas. Il y a des montagnes, de l'altitude, de la neige. Il y a des petites questions. Ouais, je cherche Heidi. Il y a Nemcocho qui dit qu'il attend un vrai multitâche en temps réel pour switcher entre différentes applis. Et il y a Gobiglexi qui dit est-ce que vous pensez qu'Apple va procéder quand même à de nouveaux réajustements de son interface avec iOS 8 en plus de faire justement des aides Alors, le multitâche, on en parlait en préparant cette émission avec Ensemble Paul, c'est une vraie belle avancée d'iOS 7 qui s'est beaucoup inspiré de WebOS, de feu WebOS. Par contre, retour en arrière, en clair, si on suit le raisonnement de l'internaute, Fanny, à savoir revenir plutôt à ce qu'était avant iOS 6, il ne faut pas trop y penser, je pense. Non. Non, je pense qu'il attend plus un vrai multitâche. Je trouve que c'est pas encore assez multitâche. Android, quoi. Et voilà, pour de switcher d'une appli à une autre, ce soit encore mieux fait. Donc, est-ce que c'est possible chez Apple? Et après, est-ce qu'au niveau de l'interface avec iOS 8, est-ce qu'ils vont rebouger un petit peu le design des icônes de l'interface? Je pense qu'au niveau de l'interface, les grands principes, les grands fondamentaux sont là. Il y a encore des progrès à faire, on va en parler dans un instant, mais
Voilà, ça a été la principale avancée d'iOS 7, hein, Paul. Oui, d'ailleurs, le chantier est toujours pas fini. Enfin, t'as dit qu'on en parlera après. Non, vas-y. C'est pas grave. Par exemple, les effets de transparence sont toujours une galère à mettre en place dans les applications tierces. Je pense pour les développeurs. Pour les développeurs tiers, je pense qu'il y a encore énormément de choses à créer pour que justement cette interface soit parfaitement lissée, donc il n'y aura pas de gros changements. Apple les maîtrise très bien, mais quand on a un développeur tiers, il faut savoir un petit peu bricoler pour gérer les calques, les différents effets de transparence. Alors, une chose qui a beaucoup étonné sur la blogosphère, sur la toile en général, c'est l'arrivée de deux autres applications. L'une qu'on connaît bien dans OS X, c'est TextEdit et Aperçu sur iOS. Mais là même, c'est là qu'a commencé peut-être la rumeur une autre rumeur comme quoi ce serait un fake, l'arrivée d'un aperçu et d'un TextEdit avec le même icône que sur OS X. C'est étonnant. Les icônes, pour le coup, moi je pense que s'ils les ont intégrées, je pense que les icônes, ils n'ont pas eu le temps de les faire encore. On est encore très tôt, il n'y a même pas eu de bêta. Par contre, pourquoi ? La question c'est pourquoi. TextEdit, il est là depuis très longtemps. Il était même là dans NextStep et OpenStep, donc il a été intégré normalement à OS X. Mais maintenant qu'il y a de la synchronisation iCloud entre toutes les applications que fait Apple, que ce soit Notes sur le Mac, Notes sur l'iPad, Notes sur l'iPhone, et même maintenant que la suite iWork est offerte à chaque fois qu'on achète un nouveau produit Apple, bon, qu'on puisse ouvrir ces documents aperçus dans le cloud, je comprends que ce soit nécessaire, mais je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une application dédiée. Peut-être pour les développeurs, mais voilà. Autre avancée attendue, on parlait tout à l'heure de Touch ID pour les développeurs, c'est l'ouverture de Siri pour les développeurs. Je vous rappelle que Siri est toujours en version bêta, presque plus de 3 ans après sa sortie. Alors, ce n'est pas Night25Mac qui a sorti l'info, mais The Information apparemment. Est-ce que vous croyez, messieurs, dames, que Apple peut se mettre vraiment au niveau de Google Now avec une nouvelle version de Siri? Pourquoi pas Fanny, tiens? Ouais, si, justement, ça c'est un sujet que je suis bien, parce que Google Now, je l'utilise énormément, y compris sur mon iPhone. J'adore quand il me prévient, c'est l'heure de partir à ton rendez-vous, c'est l'heure de prendre telle ligne de métro, etc. Je pense que ça peut en effet être amélioré avec Siri, justement en posant la question, c'est au fait à quelle heure je pars, et il peut te dire tu dois partir à 18h30. Je pense qu'ils peuvent faire des grosses avancées là-dessus. En tout cas, ils ont les programmes pour, et j'aimerais bien que ça arrive aussi sur iPhone et que j'ai pas forcément à passer par l'interface Google, qui est ceci dit très chouette. Alors essayons de prendre un petit peu de recul. Je sais que Monsieur X n'aime pas. Non. Allez, Monsieur X, un petit mot sur Google Now. Non, c'est assez simple. C'est toujours ce que j'ai dit. Il n'y a pas Cédric ce soir, profites-en. Voilà, je vais être un peu grossier, fermez vos oreilles, mais quand on m'embrasse, surtout pour la première fois, j'aime pas forcément qu'on me mette la main dans la culotte, et c'est ce que fait Google Now. Voilà, alors évidemment, je signe oui avec les CGV, d'accord, mais je m'aperçois que j'ai tout de suite Google qui vraiment du coup fouille dans tout ce que je lui fournis en termes de big data. C'est tout sur toi. Voilà, et moi ça m'intéresse pas, mais je suis peut-être dépassé par le sujet. Mais non, voilà, mais je suis pas preneur. Ouais. Essayons de prendre un peu de recul et essayons de comprendre pourquoi ce type d'information sort maintenant. Comment un site bien renseigné comme Night25Mac arrive à sortir des fonctionnalités aussi précises pour une bêta d'iOS qui n'est même pas encore au sein des développeurs. Ça veut dire qu'elle est encore, Monsieur X, à l'intérieur des murs de Cupertino. Comment ça peut transpirer? Comment ça peut sortir ce genre d'infos? C'est du jamais vu à ma connaissance. Ça voudrait dire qu'il y aurait une personne d'Apple qui en a parlé directement à un responsable de Night25Mac, parce que là, les développeurs ne se baladent pas avec iOS 6 dans la poche. Écoute, il n'y a que 3 sources potentielles de fuite. Soit des employés d'Apple, j'y crois pas trop, ils sont tellement fliqués, les pauvres, que il y a assez peu de fuites, et puis on sait qu'il y a assez peu de gens concernés. Et puis de toute façon, les employés d'Apple respectent la confidentialité. Deuxième possibilité, c'est suffisamment mûr, et je vous rappelle quand même qu'on se rapproche de la WWDC, où on voit en général la nouvelle version d'iOS. Donc ça serait suffisamment mûr pour qu'ils aient commencé à le partager avec une partie de la communauté des développeurs, et ça, c'est la première source de fuite. D'accord. Voilà. Toi-même, Olivier, par exemple, tu as un compte développeur. Je sais qu'il n'est pas très actif, mais tu serais très actif. Tu serais peut-être sollicité par Apple. D'accord. Et puis, troisième source de fuite, c'est les gros éditeurs logiciels. On sait quand on passe d'une version d'un OS à un autre, une des clés pour que ça se passe bien, c'est que les applications les plus utilisées aient été testées avant, pour que le lendemain de la sortie d'iOS,
tous les éditeurs d'applications majeurs comme Shazam puissent envoyer leur version compatible ou optimisée. Donc il y a, comme pour macOS, peut-être 100, 200, 300 éditeurs d'appli qui sont déjà en train de porter leur appli sur iOS 8 ou de l'optimiser ou de vérifier sa compatibilité. Et là, ça devient aussi plus dur à contrôler. Alors, est-ce qu'on pourrait... Et moi, je pense que ça vient en général quand même de la communauté des développeurs. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas élargir encore le champ de vos hypothèses de X par deux éléments, Paul? Le premier, c'est qu'on a vu pas mal de fonctionnalités liées à des fonctions matérielles qu'il faut tester, bêta-tester très en amont avant la sortie d'un produit, ce qui favorise la sortie de ces produits. On pense peut-être à du matériel, je pense encore à la montre. Un iWatch oublié dans un bar comme Non, peut-être pas, mais peut-être simplement un iPhone qui ressemble à un iPhone classique, mais avec des nouveaux capteurs cachés aussi ou là. Voilà, ça voudrait être un signe avant-coureur qu'Apple prépare quelque chose au niveau matériel. Oui, peut-être, c'est fort possible, mais on en parlait hier. C'est vrai que les captures de 9to5 Mac, elles sont malgré tout, elles ont l'apparence, pas d'un fake, mais d'une jolie reproduction. C'est-à-dire, en clair, c'est la représentation d'une description, plus que de vraies captures. J'en suis presque convaincu, et je t'en ai parlé avec toi, parce que je t'en ai ouvert auprès de moi. Voilà, il y a des petits easter eggs un peu partout. Déjà, la barre des menus où il y a l'heure, où il y a écrit 9h41, et c'est ce que je te disais, c'est l'heure qu'il y a toujours dans la barre des menus de l'iPhone quand ils font des pubs. Parce que c'est l'heure à laquelle Steve Jobs a dévoilé le premier iPhone, je crois. C'est toujours 9h41 ou 9h42. Ensuite, sur la fiche d'urgence qu'on avait regardée, que tu peux remplir dans Healthbook, comme par hasard, la date de naissance du potentiel utilisateur, c'est le 24 janvier 1984. Date de sortie du premier Mac. Ça peut être des blagues, mais toutes les captures prises à la même heure, pour une partie voilà, c'est effectivement des captures d'Apple qui respectent véritablement la chronologie et la charte graphique d'Apple. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup pour Healthbook à Passbook en termes de design. Voilà. Donc, c'est facile à transposer, facile pour un graphiste. Et un rappel aussi. Oui, il y a un rappel aussi. Et donc, soit c'est des captures originales, et là, Apple, je pense, aurait poursuivi 9to5 Mac, ce qui n'est pas le cas. On sait qu'ils l'ont fait dans le passé par pas mal de blogs notamment. Soit, effectivement, c'est une représentation graphique des grandes tendances décrites par un développeur qui, du coup, ne peut pas être effectivement identifié. On aura la réponse très prochainement. On a quelques minutes, messieurs, dames, pour faire un bilan. Un petit bilan un petit peu d'iOS 7. Il y a iOS 7.1 qui est arrivé chez Apple et Apple l'a beaucoup poussé. Ça montre qu'il y avait un besoin de communiquer, un besoin de rassurer une base d'utilisateurs. Il y a beaucoup eu de déceptions autour d'iOS 7. Certains l'appellent, allez, osons le mot, une version bêta. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce qui va le plus énerver ces 6 derniers mois autour de cette nouvelle version d'iOS? On commence par... J'ai quelques réactions sur Twitter. Alors, on va commencer par les gens sur Twitter. Vas-y, Fanny. Alors, on a Amélomat on a Kuriachi qui dit que ça fuse depuis iOS 7.1. Par contre, alors il y en a qui ont râlé parce que a priori depuis cette version-là, avec beaucoup de câbles de recharge, ça ne fonctionne plus. Ils ont été rebloqués, ils n'ont pas dû payer la petite licence chez Apple et du coup, on peut plus recharger son téléphone avec ces câbles qu'on a achetés, avec le Lightning. Et puis il y en a qui disent que par contre, le téléphone des fois il passe de 40% à 25% de batterie en quelques minutes. Ou que ça charge justement très vite. Donc c'est assez mitigé. La batterie revient souvent vis-à-vis de cette version-là quand même. Alors Paul, Monsieur X, Rodrigo, l'optimisation de la batterie, alors toi tu as un iPhone 5C, Rodrigo un iPhone 5S, Monsieur X un iPhone 5S. Est-ce que vous avez à votre mesure et à votre échelle de votre côté au quotidien perçu des incohérences de la gestion de la batterie au niveau d'iOS 7 ? Moi, je vais commencer. Non, j'ai pas de sensation d'avoir des problèmes au niveau de la gestion de la batterie. Bon, moi, je suis jamais content sur ce sujet-là, mais c'est assez linéaire. Je recharge une fois par jour. Je gère ma batterie de manière très précautionneuse. J'ai la luminosité à 50%. Qui est-ce que vous pouvez faire de mieux pour bien gérer la batterie de votre iPhone, mais c'est vrai pour tous les smartphones du monde. Non, moi c'est plutôt stable, j'ai pas spécialement de grief sur le sujet. Rodrigo, brièvement. J'en ai avec 7 points, mais pas sur ce sujet-là. On va y revenir. Rodrigo, brièvement sur la batterie. Moi je trouve qu'ils ont introduit une super fonctionnalité sur iOS 7, c'est l'alarme sournoise. Oui. Ça vous dit rien ? Non. Par rapport à la batterie, je ne vois pas, mais vas-y, explique-moi. Tu sais qu'il est 17h quand ton téléphone fait tout. Ah oui, d'accord, quand il commence à fatiguer, je viens de comprendre. Même pas fatigué, il va roupiller jusqu'à ce que tu retrouves un truc pour recharger. Ouais.
Bon, Non, tiens, donc la batterie, je sais pas si c'est lié à l'OS, mais bon, elle est pourrie sur la 5S maintenant. Il y a trop de trucs qui tournent en même temps et ça bouffe tout. Et on commence à avoir un téléphone de plus en plus grand, tu vois, comme les pelles à tarte là, comme ça, parce qu'il faut de la place pour mettre la batterie, quoi, tu vois. C'est quoi le truc? Non, mais surtout, on n'a pas, surtout pas parlé sur iOS 7 ou sur iOS 8. Donc sur iOS 8, c'est l'espoir. Sur iOS 7, c'est la déception. C'est qu'il n'y a toujours pas de compte de gestion multi-user sur c'est un cet grand OS. dada, ça, le multi-user. Là, peut offrir Mais des c'est comptes évident. utilisateurs pour les enfants. Attends, mais pour... moi sur celle-là, il y a mon compte à moi et chacun de mes gosses a son compte sur la tablette Nexus sur Android. Bien sûr. Ouais, ce qui existe C'est depuis pas un très problème, longtemps c'est sur pas un Android. problème existentiel, c'est un problème d'usage. Et comme j'avais prédit sur la French Connection il y a très très longtemps, quand Celle-ci. l'iPad est sorti, Ouais. il y a 4 ans, on disait est-ce que l'iPad va marcher? Moi j'avais dit à l'époque, et dommage que Cédric soit pas là parce qu'il corroborerait mes propos. On avait dit la question n'est pas ça va marcher, c'est combien d'iPad on va avoir dans chacune des maisons. Et moi ça y est, on est 3 dans la maison, il y a 3 iPads. Voilà, qu'est-ce- Et devant la télé, il y a la tablette Nexus avec les 3 comptes. Ouais. Moi, personnellement, j'étais. Bon, il y a une nouvelle interface. C'est vrai que ça m'a rassuré quant à la capacité d'Apple à faire table rase du passé. C'était important psychologiquement de marquer le coup et d'avancer. C'était plutôt un statu quo depuis longtemps sur iOS. Par contre, sur la stabilité du système, il y a beaucoup à dire. Alors, c'est à mon échelle. Mais moi, j'ai des reboots très fréquents, malgré l'arrivée d'iOS 7.1, des écrans bleus et j'en passe, des plantages, répétitions d'applications. Alors moi, j'ai un 5S. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez eu le même phénomène. Toi, tu as un 5C. Est-ce que déjà, toi, tu as le même phénomène? Et est-ce qu'on peut dire, effectivement, c'est plus lié au matériel qu'au logiciel? Moi, j'ai des reboots de temps en temps, mais j'en avais sur mon iPhone 4 aussi. Donc. Après, c'est ce dont on parlait. Je pense que l'iPhone 5S et l'iPad Air bénéficient d'une architecture toute nouvelle et que les adaptations. Avec un processeur 64 bits, un coprocesseur arithmétique, un processeur pour on parlait M7 pour tout ce qui est coaching et j'en passe. Ouais. Je pense qu'il y a encore un boulot d'optimisation et d'adaptation qui est peut-être pas tout à fait fini. En tout cas, moi de mon côté, mon 5C, je trouve que sa batterie tient plutôt pas trop mal. Alors que c'était mon iPhone 4 commençait à être salement amoché de ce côté-là. Et que c'est plutôt stable. Et que iOS 7.1 n'a pas ni dégradé ni franchement révolutionné la situation. Par contre, c'est vrai que j'ai réduit les animations dans iOS 7 parce que ça me rendait fou. Je trouvais ça lent. Alors pour conclure sur iOS 7, qu'avez-vous pensé, Monsieur X, de l'arrivée des nouvelles, des petites améliorations en termes d'interface qui sont arrivées, notamment la fonction téléphone dans iOS 7.1? Ça a été aussi une surprise. Ça montre que l'ergonomie est en permanente évolution de ce côté-là. Ouais, bah écoute, comme je te le disais, ça m'a perturbé pendant un jour ou deux, et puis maintenant je m'y suis fait, et effectivement je trouve ça plus homogène. Donc moi j'accueille ça plutôt de manière positive. Voilà, ça veut dire que c'est en progression constante. Et d'un point de vue fonctionnel, j'ai trouvé ça même un petit peu mieux. Avant 7.1, quand je recevais un appel et que j'étais déjà en ligne ou que mon iPhone était bloqué, j'avais des fois du mal à comprendre qu'est-ce qu'il fallait que je fasse comme manip. Maintenant, la nouvelle interface avec 7.1, je trouve que les options qui te sont données quand tu reçois un appel alors que tu es déjà en ligne sont beaucoup plus claires. Donc c'est un petit plus, mais bon, c'est bien le moins qu'on attend sur ces fonctions. Ces fonctions-là, on aurait dû même les avoir plus rapidement. Maintenant, ça homogénéise l'ensemble. Moi, c'est ça que j'aime. Alors, du côté de Twitter, Fanny, peut-être des critiques encore pour conclure sur ce sujet ce soir? Non, il y en a un qui met que iOS 7 lui a fait quitter le monde Android et Samsung, mais pas les services Google. Donc, il y a encore une attente sur les services. Sans surprise. Et puis, voilà, exactement. Mais non, sinon, pas plus pour l'instant. C'est vraiment ceux qui voudraient un retour en arrière sur le design et après, vraiment une amélioration sur les batteries. Mais ça, c'est tous les smartphones. Il n'y aura pas de retour en arrière. Apparemment, le flat design est là pour un moment. Ah non. Allez, pour conclure, quelles seraient selon vous les fonctions que vous voudriez, vous, derrière l'écran et vous, derrière la visioconférence ou là-bas, ça dépend où on regarde les caméras, voir apparaître dans iOS 8? On va commencer peut-être par Monsieur X. Allez jouer sur la voix, Monsieur X. Vous m'avez souvent parlé d'une incohérence. Si je vous dis pomme Z, ça vous fait penser à quelque chose? Complètement. Bah, c'est un des premiers que j'allais te citer. Et j'y pensais encore hier. C'est une fonction dite pomme Z, c'est-à-dire qui me permettent de revenir un cran en arrière par rapport à la manip que je viens de faire. Pourquoi? Parce qu'hier, ça peut paraître incroyable, mais c'est comme ça, j'ai effacé une application.
Monsieur. Ouais, que je voulais pas effacer parce que j'étais en train de bouger des applications d'une page à l'autre. J'en ai effacé une et je ne sais plus ce que c'est. Alors vous me direz, oui, bah t'as la liste de tes applications dans iTunes. J'en ai 250 dans iTunes des applications. Petit joueur. Hein. Ouais, parce que je fais du ménage de temps en temps. Et donc je sais pas. Donc je sais que dans certains cas, certaines applis, très très rarement, en secouant le téléphone, c'est l'équivalent du retour arrière du pomme Z. Mais moi je voudrais ça de manière implémenté partout et tout le temps. Ça serait vraiment la première chose, mais j'en ai plein d'autres. Je laisse la parole aux autres chroniqueurs, mais j'y reviens. De ton côté, qu'est-ce que tu souhaites ardemment dans iOS 8 ? Un AirDrop cross-platform, c'est-à-dire qu'il marche parce que échanger des photos entre iPad, iPhone, c'est sympa, mais que je puisse me passer une application qui s'appelle InstaShare et passer des documents de mon iPhone à mon Mac et même des photos, enfin que AirDrop remplisse sa fonction pleinement. Il ne se limite pas à iOS alors qu'il est apparu d'abord sur oui, Mac en premier. Rodrigo, tu nous as parlé du compte multi-utilisateur tout à l'heure. Grave. Qu'est-ce que tu verrais d'autre qui existerait peut-être ailleurs et que tu souhaiterais voir arriver dans iOS 8 ? Non, ne parle pas du flat design. A priori, Jonathan Ive est là pour longtemps encore. J'ai une difficulté, et encore une fois, on en a déjà parlé, j'ai une difficulté avec l'intégration de fonctions dans l'OS. Oui. L'OS est censé gérer les couches bas niveau et pas intégrer forcément des applicatifs ou des features d'applicatifs comme une extension de l'OS. Ouais. Tu vois, donc la gestion multi-compte, c'est typiquement un truc d'OS. Le fait que la caméra fasse du panoramique, par exemple, c'est pas un truc d'OS. D'accord. Tu vois, et malheureusement, si tu regardes les évolutions depuis quelques numéros de système d'exploitation, on te fait sortir des features comme ça, comme une évolution majeure de l'OS. Mais non. Et on mélange les deux et on n'aurait pas à mélanger les deux. Et c'est comme dans le temps quand, c'est toujours le cas d'ailleurs sur iOS, c'est quand Windows faisait un bundle avec Windows Explorer ou Internet Explorer, le browser. C'était la même chose, on leur a dit non, il faut séparer les deux. Dans ce cas-ci, c'est pareil, on met trop de choses dans l'OS, moi ça me déplaît. Je voudrais qu'ils se concentrent sur un OS lean, efficace, qui fonctionne bien, éventuellement qui permette de faire un window manager différent, qu'on puisse le changer, tu vois, comme on fait sur Unix, c'est-à-dire que le look and feel, le flat design ou pas flat design, schemorphisme, pas schemorphisme, puisse être au choix de l'utilisateur, et que l'on rajoute les fonctions que l'on aime bien ou pas. Et que ce soit pas juste l'environnement totalement fermé décidé par Apple pour ces fonctionnalités-là, tu vois. Que je puisse par exemple remplacer mes applications par défaut, comme on peut faire sur plein de trucs. J'ai pas l'impression que ce soit possible par défaut comme ça sur iOS. Sur Android, quoi. Ouais, sur Android. Fanny, de ton côté, quelles fonctions que tu as pu apprécier sur d'autres environnements tu aimerais voir arriver sur iOS 8 ? Pourquoi pas, je sais pas, un centre de contrôle enrichi. On sait que ça a été une belle évolution d'iOS 7, le centre de contrôle. Ça manquait beaucoup du côté d'Apple et de l'iPhone et de l'iPad. Qu'est-ce que toi, tu verrais arriver ? Moi, je reviendrai plutôt, c'est justement toutes ces fonctions de prise de notes, d'alerte, de calendrier, de géolocalisation, avec les calendriers compliqués qu'on a, où on n'arrête pas de courir dans tous les sens. Justement, c'est quand je reçois un mail et que je clique sur le rendez-vous, ça rentre bien tout de suite l'adresse, parce que des fois ça c'est pas encore au point, j'ai pas la bonne heure ou c'est pas assez l'adresse de l'agence de presse, etc. Je voudrais que ça se fasse plus automatiquement et qu'après ça me prévienne bien à l'heure et que ça m'évite, voilà, ça soit vraiment un assistant. Moi j'attends un petit Jarvis dans le téléphone, je pense vraiment qu'ils peuvent le faire. Et que même toutes les notes, ça me rappelle justement d'aller chercher tel truc, le pain, le pot de peinture avant de partir en week-end à la campagne. Voilà, des trucs tout cons. Alors Fanny, c'est simple, on aura la réponse à la WWDC, nous y serons, j'espère, en direct. En attendant de découvrir iOS 8, je vous propose de découvrir la machine sur laquelle tournait la première version d'iOS. Regardez cette photo, c'est un prototype, c'est un Mac, un vieux Mac Power Mac G3, qui faisait tourner les premières versions d'iOS alors que l'iPhone était encore embryonnaire. Un bon vieux Mac PowerPC, mon cher Paul, ça nous rappelle des souvenirs. Il fallait donc une machine peu puissante puisque ces machines-là étaient beaucoup moins puissantes que les Mac Intel à l'époque. Nous étions lors de la prise de la photo en 2006. On voit que, heureusement, le système a été un petit peu, compacté et pas mal réduit. Quant à nous, on va passer tout de suite à vos coups de cœur.
Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Fanny. Regarde, ce n'est pas une matraque, ce n'est J'ai très pas peur, Fanny. un Qu'est-ce fouet. que c'est? C'est un petit monopode télescopique. Alors ça se déplie, tu vois, beaucoup. Ça permet de faire, par exemple, des selfies, comme celui de Bradley Cooper aux Oscars, sauf que lui, il avait raté des gens parce qu'il n'avait pas le bras assez long. Et Là, ça te permet de te filmer ou de prendre des photos. Alors tu vas venir maintenant, puisque le téléphone, Fanny, le si je peux me smartphone, permettre. Pour aller aux Oscars. quoi, non, c'est une Il faut arriver à l'intégrer au téléphone, c'est ce qu'il faut dire. Voilà. Et ça vaut combien ces petits engins Ça, je ne sais plus, je te donnerai le prix la semaine prochaine, mais c'est vachement pratique. Et surtout, voilà, et tu as surtout une petite télécommande qui te permet quand même de déclencher les photos. Tu installes l'application sur l'iPhone ou sur ton smartphone, et ça te permet de lancer soit la vidéo, soit les photos, mais en étant à 1,50 m de toi. Donc, tu peux faire des plans beaucoup plus larges, c'est beaucoup plus sympa. Bien, je sens qu'il y en a certains qui vont se donner à cœur joie dans pas longtemps. Merci Fanny. Monsieur X, quel est votre coup de cœur ce soir? On parle beaucoup effectivement, de capteurs, etc., de montres qui vont nous rendre la vie plus belle. Il y a plein de rachats qui sont faits. Là encore, Intel récemment. Moi, je veux retourner à un basique qu'on connaît bien, qui est un produit de chez WeSings, que j'utilise tous les jours, qui est leur balance haut de gamme. Bon, qui a un nom, tous les jours, monsieur X? On surveille son corps, monsieur X? Tous les jours après la douche. Qui a un nom un peu à coucher dehors, un Smart Body Analyzer, donc c'est vraiment leur balance connectée haut de gamme. Je l'aime bien parce qu'elle est belle. Voilà, et ça c'est important parce que c'est un objet dans la salle de bain, donc j'ai fait face quand je l'ai acheté aux fameux critères d'acceptation féminin. Il fallait que ma femme le trouve aussi relativement joli pour qu'il rentre dans la salle de bain. On sait qu'il porte la culotte, moi je dis, allons-y. Il fait bien son boulot, il mesure le poids, la masse graisseuse et donc l'IMC derrière. Les battements du cœur, ça c'est aussi assez important. Et puis, il mesure le taux de CO2 chez vous. Donc, pour voir grosso modo, c'est une première indication pour voir si l'air est pollué. Et moi, ce que j'aime beaucoup derrière, et c'est là que la valeur ajoutée va être dans tous ces objets connectés, c'est l'application sur iOS qui est assez complète, qui a un mode de navigation assez original. Et surtout, c'est très robuste. Je me pèse, j'y pense plus. Mes données, elles sont transmises en Wi-Fi synchronisées. Et puis, je les retrouve tout de suite dans mon interface quasiment instantanément sur mon iPhone. Voilà, c'est bien, ça marche, c'est solide, c'est français. Et ça vaut pas encore 2 milliards ou 3 milliards de mais ça va pas tarder, de dollars, vu mais les ça va pas moment. tarder. Voilà. Merci, je finis quand même rapidement parce que tu nous as pas laissé donner plus d'une amélioration qu'on souhaiterait dans iOS par un coup de gueule. Qui devrait être une amélioration d'iOS et de macOS, qui est Time Machine, qui lui aussi n'a pas évolué. Time Machine, c'est une espèce de boîte noire dans laquelle on sauvegarde tous ses Macs. C'est très pratique, mais on ne peut toujours pas gérer véritablement la taille qu'on va allouer sur un disque dur réseau à Time Machine. Et puis quand la taille qu'on lui a allouée, par exemple sur une partition de disque dur, est pleine, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Parce que iOS est supposé nettoyer, mais ça marche pas. Donc que macOS, Apple nous donne enfin un Time Machine qui soit un vrai logiciel de backup. Ça leur coûterait 3 millions à acheter, et puis qui nous permettent aussi de sauvegarder iOS et notre iPhone, pas uniquement dans le cloud, mais en Time Machine. Voilà, qui fasse un petit investissement sur cette fonction qui est au cœur de nos usages et qui nous rendrait vraiment la vie plus facile. Merci Monsieur X-Paul. Rodrigo, quel est ton coup de cœur ce soir? On est sur l'information temps réel et que j'ai plus le temps de lire mes mails, j'ai plus le temps de rien. Donc pour suivre les infos, moi je reçois par mail Recode. Recode, c'est l'équipe de All Things Digital, c'est Kara Swisher et puis notre bien-aimé Walt Mossberg. Ils ont lancé une nouvelle boîte qui s'appelle Recode, donc il y a plein de news là-dessus, c'est très très bien. Toujours GigaHome, pour lire les actualités, ce qu'il y a sur la tech. Et pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que maintenant je me suis installé l'appli mobile de Business Insider qui sort plein de trucs intéressants, surtout dans les chiffres. Je vous conseille Business Insider. Évidemment, je continue à suivre TechCrunch sur la version mobile, ça intéresse tout le monde. Mais il y a de nouveaux petits entrants. Alors, est-ce que vous vous souvenez de Read It Later? Oui, il y a longtemps, mais vas-y. Ça a changé de nom, ça s'appelle Pocket maintenant. D'accord. Donc, si vous n'avez pas le temps de lire un article en ce moment,
Donc il y a une version qui est dans Safari, mais bon, qui marche moins bien. Vous avez un petit add-on que vous installez sur votre browser. Et je vous rappelle que vos browsers Chrome marchent sur iOS et également sur OS X. Vous faites un Pocket, donc vous appuyez dessus et hop, ça se synchronise sur toutes vos interfaces de manière très très jolie. La UI pour lire tous les articles, vous n'avez pas le temps de lire tout de suite, vous n'avez pas envie de lire tout de suite, ça vous fait une espèce de flipboard personnel, c'est vachement bien. Et puis si vous voulez lire vraiment des beaux articles bien écrits et non pas juste de la news à 2 balles de communiqué de presse, Medium, qui est la nouvelle start-up de F. Williams et de Beastone, donc les fondateurs de Twitter, à l'époque aussi fondateurs de Blogger. C'est vachement bien Medium. Vous avez des très très beaux articles bien écrits. Merci Rodrigo. Paul, quel est ton coup de cœur ce soir? Mon coup de cœur, c'est un truc un peu oldies que j'ai dédié à tous mes copains de chez MO5. MO5, c'est l'association dont tu es membre. C'est ça. Et qui veille à la préservation des jeux vidéo. Des jeux vidéo et des ordinateurs historiques qui ont fait le patrimoine informatique. Oui. Donc c'est une réédition de la Mega Drive de chez Sega, donc console quand même très très connue. Ouais. Et ça, c'est une réédition qui coûte 20 € sur Price Minister, dans laquelle il y a 30 jeux. Et il faut le dire parce que c'est pas dans toutes les rééditions de vieilles consoles que ça existe, il y a un port cartouche compatible avec les vieilles cartouches qui fait que si vous avez encore votre bibliothèque de jeux Mega Drive, voilà, c'est cadeau, c'est tout petit, ça se branche en RCA, ça coûte pas très cher. C'est une petite prise Paritel. Voilà. Ouais. Bon, on se trouve encore sur. C'est pas HDMI. Ouais, non, c'est pas HDC que la Mega Drive, mais c'est vrai que ça va rappeler des bons souvenirs. Et il y a des manettes sans fil. Et les manettes sans fil, merci voilà. Paul. Donc tu as dit 35 €, c'est ça? 30 € à peu près. Ouais, même le prix fera rien. De mon côté, c'est un peu plus cher. Alors je reviens tout de suite, ne bougez pas. Voilà, je reviens. Et il est arrivé, est-ce qu'il était sous la table? Oui, c'était pas forcément évident de présenter avec ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le disque dur de nos amis de chez WD. C'est pas un disque dur comme les autres, puisque ça s'appelle le My Passport Pro. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est le premier disque dur Thunderbolt de chez WD. Et c'est surtout le premier disque dur Thunderbolt Red auto-alimenté. C'est-à-dire d'ordinaire, il fallait brancher un petit câble. Enfin pouvoir acheter un Mac Pro. Oui, c'est du Thunderbolt 1, c'est pas du Thunderbolt 2, parce que sinon le prix s'envolerait. Ça fait 2 ou 4 Tera, ça coûte entre 379 € pour la version 2 Tera et 559 € pour la version 4 Tera. Par contre, c'est très rapide, près de 233 mégaoctets par seconde, donc c'est très rapide. Et surtout, je vous l'ai dit encore une fois, vous pouvez l'amener en balade partout, faire vos vidéos, ça va beaucoup intéresser ici à Vector Image, faire vos vidéos, vos reportages, les choses comme ça. C'est costaud et surtout, voilà, pas besoin de câble électrique pour faire marcher un disque dur externe, il fallait y penser. Et jusqu'à maintenant, en Thunderbolt, ça n'existait pas. Voilà, c'est la fin de ce 162e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez Fanny chaque semaine sur Refait le Mac, mais également pour une Fanny's Party. La dernière, c'est cette semaine. Quand est-ce qu'aura lieu la prochaine Fanny? Alors, ce sera en juin, mais peut-être que la date va changer, donc stay tuned sur le site. Et puis sur Melty, dans la Gaming Zone Coca-Cola Zero aussi, je parle de jeux vidéo. Bien sûr, la Gaming Zone sur Melty. Monsieur X, vous le retrouvez chaque semaine sur Refait le Mac et sur son Twitter @TrueMrX. Merci, Monsieur X. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Et Rodrigo, vous le retrouvez sur Twitter, mais également désormais sur un débat. Il y en aura d'ailleurs un la semaine prochaine sur French Web, c'est ça, Rodrigo? Absolument, chez French Web, c'est en public. Retransmis aussi en live, donc sur frenchweb.fr, et ça sera un débat que je vais faire avec Nicolas Bordas, qui est le vice-boss, je ne sais pas c'est quoi son titre exact, c'est le vice-président de TBWA Europe, une petite agence pub. Et on va parler de Twitter, et le titre du débat c'est est-ce que Twitter est mort? Is Twitter dead? Si vous êtes membre de French Web, c'est gratos, sinon pour venir c'est 15 €, sinon sur Internet c'est 0 aussi. Voilà, et puis je serai là pour le premier d'ailleurs. Rassure-moi, tes 15 000 followers, tu vas pas les jeter à la poubelle si c'est mort. C'est le 1er avril, donc vous verrez si c'est une blague ou pas. Entre midi et demi et 14h. Bien. Merci Rodrigo. Nous serons au rendez-vous, Paul. Tu reviens quand tu veux. Tu es ici chez toi, tu le sais. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. On essaiera de parler un petit peu de Samsung et des Galaxy S5 s'il est arrivé. D'ici là, merci et bonsoir.